Bonsoir, bienvenue sur Festibek TV dans le cadre de cette émission spéciale consacrée aux élections fédérales canadiennes 2025. Dans le cadre de cette édition spéciale, il sera question pour nous d'analyser les résultats de ce scrutin historique et l'impact de ce résultat sur les communautés afro-canadiennes. Il sera également question principalement de visualiser globalement l'impact de ce résultat et la place justement des communautés afro-canadiennes dans les programmes politiques des différents partis qui se sont affrontés durant ces différentes semaines d'élections. Pour débattre autour de cette thématique centrale, je vais accueillir sur ce plateau plusieurs invités de prestige. Et je commencerai par vous, Monsieur Tieno Souleymane Diallo. Vous êtes directeur général de la FAAC, la Fédération africaine et association du Canada. Bonsoir, Souleymane Diallo. Bonsoir, comment Bienvenue allez-vous? à vous. Merci de nous honorer Merci, de votre présence. merci beaucoup. À vos côtés, nous accueillons également Monsieur Koukou Amaglour, qui est entrepreneur, qui est sociologue et entrepreneur communautaire et intervenant communautaire. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, nous parlons justement des élections fédérales canadiennes 2025. Il s'agit justement que ces élections qui se sont déroulées ici même au Canada a connu justement la victoire du Parti libéral avec un score d'environ 43% et 169 sièges. Il s'agit là d'un gouvernement minoritaire qui sera constitué par Mark Carney. La première question que j'aimerais justement poser, elle est pour vous, Monsieur Souleymane. Quels sont les facteurs clés ayant conduit à cette victoire libérale? Merci beaucoup. Moi, je pense que les facteurs clés ayant conduit à cette victoire libérale, qui, il faut le rappeler, n'était pas du tout prévue il y a un an ou il y a quelques mois en arrière. C'est aussi, il y a plusieurs facteurs, mais je dirais que l'un des facteurs clés, c'est vraiment le facteur économie. Okay. Économie, pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée du président Donald Trump aux États-Unis, ça a bouleversé en fait la géopolitique mondiale. Donc, avec sa volonté de vouloir annexer à tout prix le Canada, en partant du principe que le Canada dépend financièrement en fait des États-Unis d'Amérique, ce que les uns et les autres ont souhaité en fait montrer par les urnes qu'il faut confier en fait ce mandat-là à quelqu'un qui serait capable en fait de faire face à de l'adversité, à une adversité en fait coriace. Et Mark Carney, en tant que chef du Parti libéral, je pense dans le passé, il l'a prouvé, parce qu'on se rappellera tous de la crise de 2008, la crise économique de 2008. C'est lui qui était aux commandes au niveau de la Banque du Canada. Et après ça, il est parti aussi gérer la banque anglaise de l'Angleterre lors du Brexit. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué en fait à naviguer dans des eaux troubles. Et c'est ce que les gens avaient besoin. Je crois que ce facteur économique-là est doublé d'un certain en fait, nationalisme ou de souverainisme canadien. Ça fait que le vent a tourné pour le Parti libéral, alors qu'on n'y pensait pas du tout il y a de cela 4 ou 5 mois avant la démission annoncée du Premier ministre sortant, Justin Trudeau. Effectivement, on n'y pensait pas. Et pour vous également, monsieur Kougou, est-ce que vous aussi, vous pensiez, vous avez la même lecture que Souleymane, que le Parti libéral, justement, a su naviguer sur cette crise économique qui, justement, opposait le Canada et les États-Unis pour pouvoir renaître? Oui, d'avis avec M. Diallo, effectivement, la crise économique a aussi joué, dirons, la guerre économique, pour être précis, a aussi joué en faveur du Parti libéral, mais pas que. Le Parti libéral est un ancien parti. C'est un parti qui a plusieurs années d'expérience politique. C'est un parti qui a vu des leaders passer. Le leader passant, M. Trudeau. On a eu M. Carney avec tout son background, son bagage en économie. Nous sommes dans une guerre économiste. Qui de mieux qu'un économiste pour donner la réponse canadienne? On a besoin d'un Canada fort, d'un Canada souverain. Les libéraux avaient besoin d'une majorité, oui, une majorité, mais on aurait voulu peut-être avoir une majorité, majorité absolue, mais c'est quand même une majorité, c'est quand même une victoire. Et ça prenait quelqu'un comme M. Mark Carney avec les nouveaux députés qui vont l'accompagner. Dans ça, je pense que les Canadiens avaient besoin d'être rassurés. On avait besoin d'un nouveau leader.
pour envoyer le message au président américain, M. Trump, oui, il y a un leader au Canada qui peut donner la réponse, qui peut nous protéger, qui peut protéger nos portefeuilles, qui peut que s'assurer que lorsqu'on on va à l'épicerie, on puisse remplir l'épicerie sans inquiétude parce qu'on est inquiet. Le secteur automobile, les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises, on est inquiet. Donc, on voyait dans les libéraux, en la personne de son leader, l'assurance pour l'avenir. L'assurance pour l'avenir, justement, puisque vous parlez justement de l'opposition, je voudrais justement rebondir dessus pour vous relancer, justement, concernant la performance, justement, de ces partis d'opposition, notamment les conservateurs, le MPD. Comment est-ce que vous appréciez cette performance-là au sortir de ces élections? Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà que sur les 343 sièges du parti, et les libéraux n'ont eu que 169, donc ils n'ont pas la majorité absolue. Alors, comment appréciez-vous la performance de l'opposition? La question est pour vous, M. Suleiman. Merci. Peut-être avant de répondre directement à la question, je rajouterai aussi au facteur de succès la stratégie de campagne, c'est-à-dire la communication politique sur laquelle le Parti libéral, Marc Carney, a basé son argumentaire, a aussi joué pour beaucoup. Okay. Parce qu'il a adapté toute sa stratégie sur les relations canado-américaines. Et ça, c'était son élément central de son narratif. Et ça a touché les gens. Par contre, de l'autre côté, on avait par exemple les conservateurs qui n'ont pas su ajuster leur discours, leur argumentaire très rapidement. Parce que depuis longtemps, le discours, c'était de tirer à boulet rouge sur Trudeau et son gouvernement. Et après que Trudeau ait annoncé sa démission, peut-être on sous-estimait un peu, parce que c'est ça aussi la politique, on sous-estimait un petit peu en fait Marc Carney parce que du fait qu'il est novice en politique et autres, mais sauf qu'il y avait des stratèges derrière. Et le Parti conservateur aurait dû en fait rectifier le tir dans sa stratégie aussi pour adapter le discours politique à la réalité actuelle. C'est que, qu'est-ce qu'on a constaté? Malgré en fait la consécration de Marc Carney, on a toujours continué à bâtir en fait la stratégie de communication sur les mêmes axes. Maintenant, ce n'est plus Trudeau, mais c'est Marc Carney. On associe Marc Carney à Trudeau du fait qu'il était conseiller en fait économique du Premier ministre du Parti libéral de façon globale. Donc ça, c'est un exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi passer sous silence. Maintenant, pour revenir à la question actuelle, comment est-ce que je vois la performance en fait des partis d'opposition, en l'occurrence le NPD ou le Parti conservateur? Je dirais que les conservateurs, ils ont quand même créé la surprise. Ça, il faut l'avouer. Parce qu'ils ont créé la surprise dans le sens que ce n'était pas forcément les sondages, ce que les sondages prédisaient même en termes de victoire pour le Parti libéral, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Le Parti conservateur a gagné dans cette élection. Certes, c'est dommage que le chef du parti qui perde dans sa propre circonscription, mais il faut reconnaître qu'il a quand même apporté beaucoup plus au parti en termes de gains, notamment en termes de nombre de sièges obtenus, et surtout dans l'Ontario où on s'attendait à ce que ce raz de marée rouge arrive. Finalement, il a résisté. Et c'est là où il a d'ailleurs fait beaucoup plus de percées parce qu'on s'attendait à une perte de sièges conservateurs en Ontario, mais que finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. Malgré le succès du Parti libéral en Ontario, mais qui est un succès quand même assez mitigé par rapport à ce qui avait été prédit. Donc, le Parti conservateur, moi, je trouve qu'il s'en est bien sorti. À l'inverse, quand je prends le NPD, malheureusement, il a laissé des plumes. Il a laissé des plumes parce que je pense dans la dernière législature, avant la dissolution du Parlement, je pense qu'ils étaient à 22. Je pense que c'était 22 députés nationaux, ils avaient. Maintenant, ils sont réduits à 7. C'est quand même une perte énorme, tout en sachant que moi, ils ont un leader, Jack Messing, que j'adore énormément, même si je ne suis pas candidat ou membre du NPD, mais c'est quelqu'un pour qui je voue énormément de respect, beaucoup d'affection, parce que c'est un monsieur qui est authentique, qui est sincère.
Donc, voilà, j'ai trouvé ça quand même dommage. Et si je termine par le Bloc québécois, qui a quand même aussi réussi à sauver les meubles, on s'entend, parce que je pense qu'ils étaient à 34 députés avec les 2 dernières élections partielles qu'ils avaient remportées. Ouais. Ils étaient à 34 députés et finalement, Ils sont à 22. là, ils sont à 22. Donc, c'est quand même 12 sièges de perdus. Ouais. Et ça a profité au Parti libéral. C'est ça. Et c'est quand j'entends le Premier ministre Legault dire que le Premier ministre Marc Carney en doit beaucoup au Québec, ben, il ne prend pas loin, il se base sur ces résultats-là. Ouais. C'est quand même une percée pour le Parti libéral, il faut l'avouer. Donc, voilà, de façon concrète, je dirais que le Parti conservateur a percé en termes de gains, bien que son chef soit, en fait, ait perdu dans sa circonscription. Et que l'ONPD a beaucoup perdu. Pour aller plus loin et peut-être pour vous relancer directement sur la question centrale, justement, dans laquelle nous avons décidé de consacrer cette émission, sur la place du vote afro. Donc, je voudrais vous poser la question, qu'a été, selon vous, la participation électorale des communautés afro-canadiennes lors de ce scrutin? Merci. Moi, je situerais la participation des communautés afro à 2 niveaux. D'abord, au niveau de la représentation, de la représentativité. Il y a eu des candidats noirs dans la plupart des grandes formations politiques. Bon, même s'il n'y a pas eu, comme dans une formation comme le Bloc, il y a eu des candidats. Il y a eu des candidats, ça c'était très bien. Et c'est un message aussi pour montrer que ces communautés sont là depuis un certain temps, elles s'intègrent très bien, elles sont parfaitement intégrées au point de s'intéresser à la vie de la nouvelle société, je dirais la société d'accueil. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? On a vu une mobilisation des communautés noires pour aller aux urnes. Les communautés noires se sont mobilisées pour aller voter. Elles ont voté dans toutes les formations politiques. Ben oui, on se dit naturellement que les communautés noires votent les libéraux, mais pas que. Les communautés noires ont voté pour toutes les formations politiques, y compris le NPD. Et pour nous, je pense que c'est quelque chose de très positif. Nous qui sommes issus de la communauté africaine, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que la voix des Africains ou de l'Africain de la diaspora, ou précisément les Africains du Canada, compte. Nous sommes là, nous comptons, nous voulons décider de l'avenir du Québec, du Canada, avec les Africains. Donc les Africains aussi auront leur voix. Mais quand je dis Africain, d'origine africaine, maintenant on est Canadien. Donc on est parfaitement intégré à la société, à travers nos représentants, les députés qui sont sortis de la communauté. C'était historique. On a juste à côté ici. Pour la première fois, on a un député d'origine congolaise. Je pourrais vous multiplier les ans comme ça. C'est quelque chose de très positif pour nous. Bienvenue Olivier Tomba, pour me le citer. Exactement. Dans la circonscription de Saint-Bruno-Lacadie. Oui. C'est quelque chose de très positif pour nous. Donc, ce qui veut dire que les lois, les décisions qui seront prises pourront, dans une certaine mesure, refléter la vision, la perception de cette communauté africaine. Alors, je reviens vers vous, M. Suleiman, avec la même question. Est-ce que vous êtes satisfait de la participation des communautés afro-africaines dans le cadre de cette élection au Canada? Absolument. Je dirais que je suis satisfait. Je suis satisfait de la participation des communautés africaines et afro-canadiennes à ces élections. Mais je suis aussi satisfait de la représentativité que nos candidats, frères et sœurs, ont pu faire afin d'inspirer d'autres. Pour moi, je veux dire pour moi ou pour la fédération, c'est déjà en soi une victoire. Parce que là, ils demeurent des modèles. Et ça, c'est d'autre part, je dirais, oui, je suis satisfait parce que quelque part, il y a eu en fait des coalitions stratégiques qui ont été créées pour soutenir aussi ces candidats-là. Et ça, c'est important. Et quand on regarde la communauté africaine, afro-descendante ou afro-canadienne, il y a beaucoup de jeunes. Les statistiques le disent. Et ces élections-là portaient sur des enjeux qui touchent les jeunes. Donc de là à conscientiser, informer, sensibiliser les jeunes à aller voter ou à soutenir des candidats, moi, j'ai trouvé ça, la mobilisation vraiment extraordinaire. Et là, vous gardez la parole, je vous relance justement sur la motivation de cette mobilisation.
ça pourrait découler justement des différents programmes politiques de ces partis politiques-là. Est-ce que vous avez pu apprécier la place qu'a donnée ces partis aux communautés afro-descendantes et afro-canadiennes dans leur programme politique? Peut-être c'est ce qui a motivé cette mobilisation. Est-ce que vous êtes satisfait de cette place qui a été donnée? Est-ce qu'il y a même une place qui a été donnée aux afro-descendants et afro-canadiens? Personnellement, je ne pourrais pas dire qu'il y a une place qui a été... En fait, je ne peux pas l'affirmer ou l'infirmer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris connaissance en fait, du contenu de toutes les plateformes des différents partis politiques. Ce que je sais, en regard de ce que j'ai entendu, que ce soit des candidats du NPD que j'ai soutenus ou des candidats libéraux que j'ai également soutenus, dans le cas de la fac, oui, j'ai soutenu tout le monde parce que peu importe la coloration politique, ce qui importe, c'est notre représentativité. C'est l'intérêt commun. C'est ce qui compte. C'est pourquoi on ne voulait pas être partisan. On a soutenu tout le monde et on voulait soutenir tout le monde. Et à l'avenir aussi, c'est ce qui va se faire. Mais oui, je trouve que chaque candidat avec lequel tu parlais arrivait quand même à te convaincre avec les revendications qu'ils ont dans leur plateforme. Donc, je me dis, ça touchait non pas forcément une communauté particulière, mais on se retrouvait dans ces plateformes électorales-là. Donc, en soi, je dis oui. Mais est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je dirais oui, effectivement, on aurait pu faire mieux en allant cibler même parfois des minorités. Mais pour moi, les minorités sont déjà touchées. Dès lors qu'on a des candidats issus des minorités, qu'elles soient ethniques ou visibles, en soi déjà, on se reconnaît dans ces partis-là. On se dit que oui, ils touchent ces minorités-là. Effectivement. Voilà, donc... Là, je voudrais vous relancer également sur la même préoccupation, Monsieur Coucou. Vous êtes un électeur, vous avez d'ailleurs voté hier. On voudrait savoir, sans pourtant nous décliner l'identité du candidat que vous avez voté, ça reste votre secret. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant qu'afro-descendant ou afro-africain, de choisir un candidat? Est-ce que vous vous êtes reconnu à travers un programme? Est-ce que ces programmes vous ont parlé particulièrement pour que vous puissiez faire le choix d'aller voter? Oui, merci. En tant que lecteur, aussi en tant qu'expert aussi qui analyse un peu toutes ces questions, on l'a eu à l'aborder en tout début. Nous sommes dans un contexte assez particulier, je ne vais pas revenir sur tout. Le grand voisin avec toutes ses menaces tarifaires et tout. Ouais. On a besoin quand même d'un leader fort, un leader solide. Il se trouve que ce leader se trouve être le chef des libéraux. Donc, naturellement, il a la confiance. Donc, avec son message, avec le programme des libéraux, je peux vous dire aussi, comme la majorité des Canadiens, des Québécois, les communautés afro-descendantes aussi se retrouvent dans ces programmes. Ils adhèrent aussi à ce programme. Et deuxième facteur aussi qu'on vient ajouter, c'est la représentativité. Il y a des candidats aussi qui sont issus de ces communautés aussi. Donc, en plus du programme, du leader fort qui est là, on se retrouve naturellement dans ce programme. Oui, cette élection intervient dans un contexte, je dirais, assez particulier. Ce n'est pas une élection ordinaire où à chaque 4 ans ou 5 ans, il faut renouveler le Parlement. Non, nous sommes dans... On va avec ce qui représente un peu une crise. Donc, on a besoin de sortir, en tout cas de passer à travers la crise. Donc, on avait besoin d'un leader fort. Naturellement, ça oriente le choix de beaucoup de lecteurs, comme moi aussi. Qui pour nous répond mieux? Qui pour nous va nous permettre de faire face à la situation dans laquelle il se trouve qu'on a un économiste chevronné, dont le CV n'est plus à présenter. Je pense que naturellement, la majorité des choix ont porté vers lui. Et puis, nous sommes aussi au Québec. Nous sommes au Québec, même s'il y a des candidats libéraux, le français, la culture française, tous ces enjeux-là, on les voit dans ces candidats-là aussi. Donc, c'est des enjeux qui comptent pour nous. La langue française et tout ça, c'est des enjeux aussi qui comptent pour nous. Le contexte économique aussi compte. Donc, voici un peu les facteurs qui ont déterminé un peu. Et la représentativité des communautés, minoritaires ou visibles, les enjeux économiques à venir, la langue française. Voilà un peu ce qui a déterminé les choix pour nous qui sommes au Québec. Nous aussi, nous sommes au Québec. Donc, nos choix aussi ont été guidés par ces facteurs essentiellement, oui.
Alors là, vous avez soulevé beaucoup de contextes liés à l'économie, liés à la politique. Si on pouvait revenir au contexte social, là, je vous relance sur la question parce que nous sommes dans un contexte où on parle davantage, par exemple, du racisme systémique, de l'équité et tout ça, de la marginalisation qui de plus en plus se fait ressentir à travers des incidents qui sont de plus en plus récurrents. Est-ce que vous pensez que dans la dynamique actuelle, ces partis-là intègrent ce volet lié à l'intégration des communautés afro, ne serait-ce que sur ces différents plans-là, sur le plan social? Oui, je peux dire personnellement, je n'ai pas eu connaissance de documents formellement écrits qui dit que voilà, on va s'attaquer principalement à cette cause. Mais je ne doute pas un seul instant que les candidats, parce que, comme l'a dit M. Tieno, on a eu à rencontrer ces candidats. On les a fait part des préoccupations de la communauté. Ils sont très bien informés. Ils ont été peut-être eux-mêmes parfois victimes de certaines situations. Donc, j'ai envie de croire que du fait qu'ils sont à ce niveau-là, oui, il y a un travail déjà qui se fait pour faire reculer les discriminations. Il y a un travail qui se fait. Il y a des lois, il y a une commission des droits de la personne. Il y a un travail formidable qui se fait. N'empêche qu'il reste encore des discriminations. Et moi, je suis persuadé que ces gens-là, issus de ces communautés racisées, souvent discriminées, vont être un peu, malgré eux, le porte-parole ou bien le porte-voix de ces communautés-là. Et je suis convaincu, de par les positions, c'est déjà une victoire contre les discriminations. Et nous serons là aussi pour les dire, vous avez pris des engagements, oui, vous êtes peut-être allié à des formations politiques, mais vous avez un devoir vers la communauté. Et on compte sur vous, on compte sur l'ensemble de la société québécoise, canadienne, pour faire reculer les discriminations. Personne n'a besoin de ça. On parle de contexte économique particulier. On a besoin d'un Canada fort. On est parfaitement intégré, on se sent appartenir d'ici. Donc, on ne veut pas continuer à vivre ces problèmes-là. Donc, j'espère que ces candidats et toutes ces formations politiques vont peut-être s'occuper de ces questions rapidement, de sorte à ce qu'on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les enjeux économiques, c'est l'accès au logement, c'est l'accès au financement pour les acteurs du communautaire. C'est ça les enjeux. La question du logement, les gens travaillent, mais les gens ne peuvent pas s'acheter une propriété. Les loyers qui prennent une partie importante des salaires des gens. Donc, ce sont les enjeux. Nous qui sommes dans le communautaire, voici les préoccupations de la communauté et je dirais de l'ensemble de la société, même je pourrais dire québécoise ou canadienne. Alors, je vais peut-être vous relancer toujours sur le plan social, monsieur Suleiman. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'avis sur ce chantier qui, justement, est-ce que vous pensez ou vous espérez, tout comme monsieur Coucou, que ces partis-là vont intégrer de façon systématique toutes ces revendications des minorités au Canada? Ou alors, pour vous, quels seraient les leviers les plus efficaces pour faire entendre effectivement nos différentes revendications en termes de discrimination et de racisme systémique? Merci beaucoup. Je rejoins en fait mon collègue Kokou là-dessus. Mais est-ce que ces partis vont intégrer systématiquement ces enjeux dans leur programme de gouvernance? Je ne pourrais pas l'affirmer à 100%. Par contre, est-ce qu'ils ont posé des gestes, je parle par exemple du Parti libéral, ou que les autres partis politiques, même s'ils n'ont pas gouverné, mais est-ce qu'au sein de leur propre formation politique, ils sont en train de poser des gestes pour intégrer certains de ces enjeux-là? Je dirais oui, on le voit, ça se voit sur le terrain. C'est dommage que je n'ai pas vu en fait de candidats de la communauté, par exemple africaine ou afrodescendante, au niveau du Parti du Bloc québécois. Peut-être que ça a existé, mais moi, je ne l'ai pas vu. C'est le seul constat en fait que j'ai eu qui m'a le plus frappé. J'aurais souhaité aussi avoir des candidats, bien que peut-être le parti soit déjà ouvert à ça, mais je n'ai pas vu vraiment de candidats investis, Bloc québécois, de la communauté noire. Ça, je le dis parce que je veux interpeller aussi nos frères et sœurs à s'engager au niveau de tous les partis politiques selon leurs convictions. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, est-ce que ces enjeux-là doivent être intégrés systématiquement? J'ai dit, la réponse, c'est non. Idéalement, on veut que ce soit intégré systématiquement. Mais est-ce que ça va se faire? Je ne crois pas. Parce qu'on l'a vu avec le gouvernement, ne serait-ce que le gouvernement provincial ici, on a beaucoup joué sur les mots. Pendant un bon moment, on n'arrivait pas à reconnaître le terme racisme systémique. Est-ce qu'on reconnaît le racisme? Oui. Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que, comment dirais-je, il y a
des mesures qui sont mises en place pour combattre ça ou bien pour freiner, oui. La réponse, elle est oui. Mais le terme racisme systémique, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Maintenant, si on ne le reconnaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la stratégie? C'est quoi les leviers que nous disposons? C'est de continuer à en parler. Le problème, il est identifié. S'il est identifié, il faut essayer d'en parler. Et pourquoi en parler? Il faut insister, je veux dire dénoncer. Il faut insister. En insistant, c'est comme on dit souvent, le rappel, ça profite. À force d'en parler, à un moment donné, des gouvernants vont trouver, en fait, ce qu'on est en train de répéter, ça va trouver écho au niveau soit des gouvernants ou des coalitions qui sont contre le gouvernement et en fin de compte, ça va influer sur la politique publique. On pourrait l'intégrer. Donc voilà, ça passe par ça, mais on ne peut dénoncer que si, par exemple, on est unis, on travaille en synergie. Toutes les communautés racisées, ou communautés immigrantes vivent les mêmes enjeux. On a les mêmes dynamiques. Donc, certes, les modalités sont divergentes, mais la finalité, elle est convergente. Et c'est pourquoi on a intérêt à systématiser cette collaboration entre intra-organisations pour pouvoir, en fait, aller mutualiser nos efforts et aller en synergie pour obtenir un résultat qui serait impactant. Et si on va en rang dispersé, non seulement on se ridiculise d'un côté, mais de l'autre côté aussi, c'est que ceux auxquels on parle vont dire « Ah, mais non, ils ne sont pas unis. Aujourd'hui, c'est la communauté africaine. Demain, ça va être la communauté, je ne sais pas, caribéenne ou bien c'est la communauté latine. » Donc, il faut qu'on travaille ensemble parce que ces enjeux-là, ça touche tout le monde. La crise du logement, M. Amagalo l'a dit tantôt, la crise du logement, ça touche tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es immigrant ou parce que tu es canadien ou autre, ça touche tout le monde. C'est un enjeu national, donc c'est une priorité nationale. La sécurité alimentaire, c'est pareil. Le contexte économique devient difficile. Donc voilà, c'est pourquoi, en termes de levier, il faut continuer à sensibiliser, informer et sensibiliser, en fait, surtout conscientiser en fait la communauté noire de façon générale à s'engager. Parce que c'est une des grandes faiblesses que nous avons. Non seulement on ne soutient pas financièrement les candidats, mais à côté de ça aussi, on ne vote pas. Mais si on ne vote pas, la politique de la chaise vide, ça n'a servi à personne. On est tous venus ici peut-être pour avoir un avenir meilleur. Mais comment peux-tu avoir un avenir meilleur s'il y a un cadre légal qui est là, qui te permet de t'exprimer? Qu'est-ce qui est plus beau que la démocratie, la participation citoyenne? Mais tu ne fais pas ça. Après, tu es le premier à dire « Ah non, le gouvernement ne pense pas à nous, on prend beaucoup de taxes, on prend beaucoup. » Mais si tu ne voulais pas ça, il faut participer. Justement, je vous relance justement sur la question d'intégration, parce que là, vous parlez de la mobilisation, ça met aussi en exergue la question de l'accès à l'information. Est-ce que vous appréciez le processus d'intégration des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, par exemple, au Québec? Est-ce que ce processus permet justement l'accès à l'information, à une intégration complète de l'immigrant? Bien évidemment, je dirais oui. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que il faut le reconnaître, parce qu'on dit souvent, même si vous allez anémier le cheval, tout de même, il faut reconnaître que c'est un grand coureur. OK? Le gouvernement, qu'il soit le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, voire même le palier municipal, ils font tous en fait des efforts pour pouvoir mieux intégrer les communautés immigrantes. Mais est-ce qu'on arrive à saisir ces opportunités-là? Parfois, je dirais non. Est-ce que les programmes qui existent sont suffisamment ventilés, sont suffisamment vulgarisés? La réponse, je dirais, elle est un peu mutisée. Mais est-ce que ça n'existe pas? La réponse, oui, ça existe. Il y a des programmes qui existent pour mieux intégrer les immigrants qui arrivent au Canada. Mais pourquoi je dis c'est encore insuffisant? C'est parce que tout simplement, ceux qui sont en train de mettre en œuvre ces politiques-là sont connus. C'est des organismes communautaires. Mais avec peu de moyens, font beaucoup. Ces organismes-là ont besoin d'aide, pas en fait ponctuelle, mais c'est d'investissement massif si on veut voir, un résultat qui serait beaucoup plus impactant pour les communautés bénéficiaires.
il faut investir dans ces organismes pour les aider. Mais ne pas forcément le faire dans une logique ponctuelle, parce que c'est le cas actuellement des financements à la mission ou des financements selon le projet. Ça, je pense qu'on peut arrêter ça. On peut mieux, en fait, intégrer les immigrants. Moi, je suis d'ailleurs comme ça. Je le dis souvent, en termes d'immigration, j'opte beaucoup plus pour l'approfondissement que l'élargissement. Je m'explique. L'approfondissement, c'est qu'on a déjà suffisamment d'immigrants qui sont au Canada, avec des diplômes parfois, on dirait, surqualifiés. Mais est-ce qu'ils sont tous intégrés? Non. Est-ce qu'ils pouvaient être intégrés s'il y avait de bonnes politiques publiques qui avaient été mises en place? Je dirais oui. Est-ce que c'est les politiques publiques qui en manquent? La réponse, c'est non. Les politiques publiques n'en manquent pas. Mais dans la mise en œuvre, en fait, de ces politiques publiques, parfois, ça prend du retard. Et l'État, il faut le reconnaître, n'a pas les moyens, tous les leviers pour pouvoir agir. C'est pourquoi parfois on investit dans des organismes communautaires, on les aide, on les accompagne. Mais il faut s'assurer, faire en sorte que ces organismes-là aient tous en fait un égal accès au financement. Ok, là vous soulevez justement le problème de la formation et du suivi sur le long terme des immigrés afin qu'ils soient une véritable force de représentativité pour pouvoir vraiment parler où il faut parler. Et justement, ça me pousse à vous poser la question, Monsieur Coucou, sur la force de la représentativité. Est-ce que au soir de ces élections, vous estimez pour vous que les communautés ou alors les candidats afro-descendants qui ont participé aux élections, est-ce qu'il s'agit d'une véritable représentativité ou alors simplement une coloration de façade pour pouvoir pousser les communautés à voter? Est-ce que vous pensez réellement que ces candidats-là peuvent parler et avoir une voix forte? Oui, juste avant de répondre à la question, je voulais juste ajouter un point par rapport à l'intervention de M. Diallo. On a parlé d'intégration par l'accompagnement du milieu communautaire des organismes, la FAC en est un, il y en a d'autres, organismes africains aussi. Mais quand on parle de financement, je voulais juste préciser une chose. Ne pensons pas forcément au niveau Québec, le gouvernement fédéral qui finance. Les membres de la communauté peuvent aussi financer en faisant des dons. Je peux, comme dit, chaque mois, je donne $20 à la fac. Pour les étudiants qui arrivent chaque année, c'est un financement concret et direct. Donc, les membres de la communauté peuvent financer les associations, les organismes, une fédération d'associations qui parle au nom de la communauté et qui agit au nom de la communauté pour l'intégration, pour l'accueil des étudiants qui arrivent chaque année, qui n'ont pas de famille, qui ne savent pas où commencer les démarches. Donc, pas des petits financements des membres de la communauté. Les organismes, les associations peuvent poser des grandes actions allant dans le sens de l'intégration de notre communauté. Et pour revenir à la question proprement dit, tantôt au début d'intervention, je parlais du Parti libéral, qui est un parti ancien, qui est un parti de beaucoup d'années. On a vu des lois passer, on a vu beaucoup de lois qui sont passées. Nous sommes à Longueuil. Pensez-vous qu'il y a juste des Noirs qui ont voté le candidat libéral à Longueuil? Je vous dirais non. Il ne s'agit pas juste de mettre des candidats ou juste pour colorer la chose. Non, je pense que c'est plus important que ça. Et on est peut-être à la 3e ou bien 4e génération de communautés noires. Il y en a qui sont bien intégrés, il y en a qui sont nés ici, il y a des candidats qui sont nés, qui ont fait tout leur parcours ici. Donc, il ne s'agit pas d'individus qui ont été simplement ajoutés à la chose. Je pense que notre communauté est comptée à part entière comme toutes les communautés. Est-ce que notre communauté a une place? Oui. Est-ce que c'est la meilleure des places? C'est quand même une représentation, c'est quand même un début. Et je souhaite d'ailleurs que ce soit pour toutes les élections, que ce soit provincial, fédéral, je souhaiterais qu'il y ait plus de représentativité de la communauté. Nos femmes aussi, les femmes de la communauté, les femmes aussi de la communauté, il y en a pas beaucoup. Je souhaiterais voir les femmes de la communauté africaine dans les prochaines élections. Oui, nous sommes représentés, mais vu le nombre que nous sommes, vu notre contribution, qui est reconnue chaque année d'ailleurs, je pense qu'on mériterait encore une place beaucoup plus importante. Mais c'est quand même une première victoire et on l'accueille très bien. Alors, nous nous orienterons petit à petit justement vers la clôture de notre émission. J'aimerais vous poser justement cette dernière question qui nous permettra de sortir.
Comment les citoyens peuvent-ils rester engagés et influents dans le processus politique entre les élections, selon vous? Mais quand vous parlez d'engagement, je vais le situer à deux niveaux. Il y a ce que j'appelle l'engagement communautaire. Nous sommes venus, M. Diallo, vous aussi, vous êtes au Canada, vous avez votre expérience, vous êtes venu, vous êtes passé par un processus d'intégration qui, j'imagine, n'a pas été forcément aisé. Effectivement. Mais malgré ça, vous êtes sorti la tête haute. Donc, à partir de ce moment, de mon point de vue, vous avez un devoir envers la diaspora, envers la communauté africaine. Vous devez donner, vous devez vous engager, donner peut-être du temps de bénévolat, donner financièrement au niveau de la communauté. Donc ça, c'est un premier niveau d'engagement. L'engagement citoyen, c'est toujours au niveau de cette structure. Il y a une éducation citoyenne. Il y a une éducation politique de masse qu'on doit faire. Vous devez vous engager dans les formations politiques. Comment voter, comment préparer ces gens. Ça se prépare. On ne se lève pas un matin, on apprend à la télé qu'il y a une élection, on y va à une élection. Donc, la communauté doit être éduquée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas éduquée, mais on doit continuer ce travail de sensibilisation politique. Il y a des candidats qui sont représentés au nom de la communauté. Est-ce qu'ils vont juste pour être représentés et puis c'est beau pour nous, ou on veut les voir triompher et porter la voix de communauté? Donc, il y a un comportement à avoir. Et donc, nous, en tant que leaders communautaires, nous avons ce rôle-là de formation et d'accompagnement citoyen de la communauté. Merci. Et justement, votre mot de sortie, Monsieur Suleiman, pour vous qui êtes leader justement communautaire, je voudrais vous poser la question, quels sont les espoirs et les attentes des communautés afro-africaines vis-à-vis du nouveau programme, du nouveau gouvernement pour sortir? Et je dirais que les attentes des communautés afro-canadiennes, je le dis comme ça regroupe afro-descendants et puis africains. Ces attentes sont nombreuses. Mais je dirais, l'attente principale, c'est d'abord que ces communautés-là, ces citoyens-là, Canadiens-là, puissent se retrouver au cœur du programme du parti qui gouverne. Quand je dis se retrouver au cœur du programme du parti, c'est qu'il y ait de l'inclusion. Et ça, on le voit déjà à travers peut-être les candidats qui ont été élus. Ça, c'est une chose. Est-ce que ces candidats vont aller défendre les enjeux que nous connaissons tous, notamment à savoir la lutte contre le racisme? Moi, en termes d'attente, quand on prend la lutte contre le racisme, c'est qu'il y a des mécanismes qui existent. Il y a des outils, des politiques, des lois qui existent. Mais on n'a pas besoin seulement que de paroles. On a besoin que ce soit suivi d'actes concrets et d'une reddition de comptes pour comprendre, oui, ce qui a été mis en place, qu'on les évalue. Est-ce que ça a marché? Si ça n'a pas marché au bout de 2 ans ou au bout de 4 ans, est-ce qu'on peut changer ça, améliorer selon la réalité? Ça, c'est une des premières attentes. Deuxième attente, c'est de faire en sorte qu'il y ait carrément une réforme de la justice sociale. Et peut-être même une réforme du système judiciaire. Parce que quand on voit, il y a une certaine surreprésentation des communautés noires, par exemple, on peut dire dans les prisons ou autres, et voire même une sous-représentativité de cette communauté noire au niveau même de l'appareil judiciaire. Ça, c'est de l'inégalité. Il faut changer ça. Et en 30 secondes pour chuter. OK, en 30 secondes pour chuter, je dirais aussi, à côté de ça, il y a l'équité en fait, économique et l'accès aux opportunités. Ça, on a besoin de ça. Et dernière chose, c'est la participation et la représentation. Il faut faire de sorte que les candidats ou ces communautés-là puissent se retrouver à des instances de décision et à des endroits, à des postes stratégiques. Donc, ne pas le faire simplement pour des questions de statistiques, mais le faire parce que, voilà, on veut montrer les choses selon la réalité. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec ces dernières élections-là. Et je suis très fier des candidats, frères et sœurs qui ont été élus de toute la communauté noire au Canada. Merci, M. Thierno Suleiman Diallo. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de la FAC, Fédération africaine et association du Canada. Merci pour vos analyses éclairées. Merci également à vous, M. Koukou Amaglo. Vous êtes sociologue et intervenant communautaire. Merci de nous avoir éclairés à travers votre analyse. Nous vous remercions également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés et nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine édition.
Et d'ici à là, ne l'oubliez pas, penser à demain, c'est agir aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut prendre les décisions qui vont éclairer le lendemain. À très bientôt.